La République démocratique du Congo est sans doute en train de vivre l'un des moments palpitants de son histoire politique, un tournant décisif. Comment s'annonce alors l'année 2021 qui pointe déjà à l'horizon, non seulement sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan socio-économique. Messieurs et dames, vous êtes embarqués dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Je vous invite à présent à découvrir l'invité du jour, vous l'avez deviné. C'est l'heure de la célèbre rubrique Eje Homo. André Mulumba Siti. André Mulumba est professeur à la faculté de sciences économiques et de gestion à l'université de Kinshasa. Diplômé d'études approfondies en économie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, spécialiste en économie publique et finances publiques. Le professeur André Mulumba est auteur de plusieurs articles dont la création des zones économiques spéciales en RDC, l'autonomie financière des provinces et ETD en RDC, regard critique et perspective, la décentralisation financière et budget de l'État de la RDC. André Mulumba Siti a commencé la politique à l'UDPS comme président de la cellule Matete de 1990 à 1997. Il a été conseiller en charge d'audit et bonne gouvernance au cabinet du Premier ministre Adolphe Muzito, président fédéral à la CCU de Lambert Mende. Depuis 2018, André Mulumba Siti est le secrétaire général adjoint du Front citoyen pour la République, FCR, parti cher à M. Bertrand Ewanga. Monsieur André Siti Mulumba, bienvenue. Merci John. Pour la toute première fois, nous sommes heureux de vous recevoir dans le jeu. Merci. Comment vous allez? Merci, je vais très bien vous-même. On ne fera pas l'émission debout, hein. On s'installe confortablement. Merci. Sinon, vous avez non seulement disparu des médias, mais aussi de la scène politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci John, mais j'étais toujours là. J'étais en train de réfléchir parce que il faudrait probablement que nos téléspectateurs puissent les comprendre. J'étais dans les FCC, s'il faut dire comme ça, parce que il ne faut pas que vous me posiez une telle question, c'est connu de tous. J'ai servi cette plateforme depuis 2015 à 2017. En 2017, j'ai pris la décision républicaine de me retirer de cette plateforme. Voilà, parce que à l'époque, tout justement, on ne parlait pas encore du FCC, c'était encore la majorité présidentielle. C'était la majorité présidentielle, bien sûr. Ok, devenu FCC aujourd'hui. FCC aujourd'hui. J'étais franchement dans l'axe du mal. Il fallait quitter absolument. C'est pas un repenti tardif, ça. Mais pourquoi un repenti tardif? Pourquoi un repenti tardif? C'est aujourd'hui que vous comprenez que c'était l'axe du mal? Finalement, John, vous comprenez, la politique est compliquée. Personnellement, quand j'y étais, je pensais, j'étais franchement séduit par des bonnes paroles. Mais en observant le fait et gestes, j'ai constaté c'était vraiment le jour et la nuit et je ne pouvais pas y rester. Je ne pouvais pas y rester parce qu'à un certain moment, j'ai constaté que le peuple ne trouvait pas son compte dans ce qui était fait justement dans ce que vous avez appelé la majorité présidentielle. C'était les proches de l'ex-président devenu aujourd'hui sénateur à vie. Sénateur à vie, oui.
Alors, monsieur André Siti Mulumba, vous êtes d'abord un expert en économie, n'est-ce pas? Je suis professeur d'économie. Professeur À d'économie, tout l'université de justement. Kinshasa. La politique a... Les Congolais, nous sommes trop habitués à parler politique, politique, politique du matin au soir, au point d'éclipser d'autres questions existentielles même de la nation congolaise. Tel est le cas avec l'économie, les sociales, les finances. Parlons économie avec vous. 24 janvier, c'est très bientôt. Ça va faire exactement 2 ans qu'il y a eu alternance au sommet de l'État. Monsieur le professeur André Siti Mulumba, si vous étiez demandé de faire les bilans sur votre domaine, les plans économiques bien sûr, où est-ce que Félix Tshisekedi a trouvé les pays et où en sommes-nous aujourd'hui? Sur le plan économique, justement, il y a eu de... Je ne saurais pas faire le bilan. Mais quand vous me parlez de 2 ans... Un bilan mi-parcours, bien mais sûr. moi, oui, une tout évaluation. à fait. Une évaluation, bien sûr. Pas un bilan, une évaluation. Parce que quand vous me parlez de 2 ans, je ne crois pas que le président de la République, son Excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo, avec son gouvernement, justement, qui visait, fait 2 ans. À ma connaissance, M. John, je crois qu'on a connu des péripéties justement pour effectivement connaître, avoir le gouvernement. Il y a eu beaucoup de là, moments de flottement. Et c'est là, ça fait plus de 8 mois. Tout à fait. En principe, plus de 8 mois. Plus de 8 mois que le gouvernement finalement était mis en place. Donc, quand vous me parlez de 2 ans, probablement parce que vous comptez l'année civile, tout ça, le calendrier civil, mais sur le plan pratique, mais en fait, Félix sur le plan Tshisekedi, pratique, moi, je ne vous ai pas parlé du gouvernement. J'ai parlé de Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui était déjà aux affaires et qui tenait les rênes de ces pays. À ce titre, on peut parler de 2 ans. Il était aux parce affaires... que parler de 100 jours, programme de 100 jours, on n'avait pas entendu le gouvernement. Oui. Alors, on peut comptabiliser tout ça. Mais comment vous dites que les 100 jours, ce n'était pas le gouvernement? C'est le président de la République qui a donné l'impulsion. Voilà. Mais tout était fait par le gouvernement. Tout à fait. Alors, c'est pour vous dire que... Pendant ce temps... Mais c'est dans l'actif de Félix Tshisekedi. C'est dans l'actif de Félix Tshisekedi, bien sûr, mais dans l'actif du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Okay? Il est effectivement, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a pris des bonnes initiatives, mais malheureusement qui ont été effectivement torpillées par des personnes qui ne voulaient pas justement le bonheur de notre peuple. C'était justement le programme des 100 jours. Parce que n'oubliez pas que pendant ce temps, le gouvernement était pratiquement démissionnaire, mais qui expédiait effectivement les affaires courantes. Et puis le président de la République a levé l'option justement de mettre en place un programme d'urgence qu'on a dénommé le programme de 100 jours pour effectivement ne pas attendre la mise en place du gouvernement et que effectivement le peuple puisse trouver, n'est-ce pas, une lueur d'espoir. Malheureusement, vous êtes d'accord avec moi, il y a eu les ennemis du peuple qui n'ont pas voulu justement que ce programme puisse se réaliser tel que cela a été voulu par le président de la République. Et nous en connaissons les connaissances. Là, je ne vous ai pas bien saisi. Nous en connaissons les conséquences. Il y a qui a empêché le président de la République de mettre en œuvre son programme des 100 jours. Mais les gens qui étaient chargés justement d'exécuter ces programmes, il y avait, parce que ces programmes concernaient plusieurs secteurs d'activité, notamment la santé, les infrastructures de base, les sauts de moutons, les logements. Vous avez vu, vous avez constaté avec moi qu'on a saboté justement ces programmes. Donc bref, c'était un échec. Je ne peux pas dire que c'est un échec parce que je ne peux pas dire que c'est un échec. Malgré justement ce que les gens ont fait, malgré justement la mauvaise foi justement de ces personnes. Mais vous êtes d'accord avec moi, nous avons les sauts de moutons, bien que ce n'est pas encore terminé. Voilà la bonne volonté qu'avaient les chefs de l'État. Qui n'ont pas été inaugurés jusqu'à Tout à fait, qui n'ont pas été inaugurés parce qu'il y a eu des problèmes. On a détourné de l'argent, vous savez. On a détourné les deniers publics, c'est normal. Mais les intentions étaient très bonnes. Malheureusement, les gens n'ont pas bien compris ça. Mais moi, je ne pense pas que c'était
c'était quelque chose... Non, je voudrais dire tout simplement que c'était quelque chose de prémédité. Donc les gens ne voulaient pas justement que le chef de l'État puisse réussir avec son programme de 100 jours. Mais je ne suis pas particulièrement l'homme le plus heureux parce qu'il y a eu quand même des conséquences négatives. Aujourd'hui, nous avons les gens qui sont en prison pour justement le détournement des deniers publics. Voilà, mais je voudrais que cela ne s'arrête pas là. Je voudrais que cela ne s'arrête pas là. Il faudrait qu'on puisse retourner justement l'argent volé, l'argent détourné dans les comptes du trésor public. Maintenant, vous m'avez parlé de l'économie, c'est une bonne chose, oui, parce qu'on doit évaluer. Je vous ai dit que le gouvernement congolais n'a pas fait, le gouvernement dirigé par Ilunga Kamba n'a pas fait 2 ans. Il a fait pratiquement, nous devons être honnêtes, plus ou moins une année. Et pendant ces temps, ça a mal coïncidé justement avec la pandémie du Covid-19. Et cela a eu comme conséquence justement j'allais dire, cela a eu comme conséquence notre économie n'a pas avancé. N'oubliez pas que cette pandémie a pratiquement touché toute l'économie mondiale. Et donc, la RDC ça n'a pas épargné l'économie congolaise. La RDC ne devrait pas être épargnée, surtout que vous le savez comment, que notre économie est extravertie. Ça signifie que toutes les recettes ou toutes les ressources publiques qui contribuent justement au budget de l'État proviennent en grande partie justement des exportations des matières premières. Et donc, n'ayant pas justement de demandeurs sur le plan international, et donc l'économie congolaise ne devrait qu'en souffrir. Voilà la première conséquence négative justement de cette maladie qui a neutralisé toute l'économie congolaise. Et c'est là, nous sommes entrés dans les confinements. Et il faut aussi savoir que pendant les confinements sur le plan interne, toutes les activités étaient au ralenti et que cela ne pouvait pas permettre justement à la maîtrise du cadre macroéconomique parce que nous sommes tributaires justement de l'économie internationale et donc vous comprenez que ce n'était pas facile pour notre pays. Et c'est ce qui a occasionné, j'allais dire, c'est ce qui a occasionné justement le flottement du taux de change. On a quitté de 1650 les dollars à plus de 2000 justement parce que nous n'étions pas en mesure justement nous n'étions pas en mesure vraiment de faire avancer notre économie qui est tournée vers l'extérieur. Que dire de la résilience de l'économie congolaise? Mais je voudrais d'abord que je termine, monsieur. C'est une fiction? Je parle de la... Vous avez la parole. Vous savez, c'est une bonne chose. Les gens en parlent souvent. J'ai entendu même les gens dire, voilà, que le président de la République a trouvé l'économie, les taux d'échange, ainsi de suite. Il a trouvé plus d'1 milliard. Mais c'était lié à son prédécesseur lui avait laissé. C'était lié essentiellement à la bonne conjoncture économique internationale mondiale. N'oubliez pas que pendant cette période, entre 2010 et 2018, la conjoncture économique était très bonne. N'oubliez pas que les cours des matières premières se comportaient très bien sur le marché international. Et cela va de soi, ça va de soi que notre économie puisse aussi être vraiment en bonne santé, s'il faut dire comme ça. Et donc, je voudrais tout simplement dire, c'est vraiment mitigé de faire une évaluation parce que l'élément essentiel qui a conduit justement notre économie à la ruine, s'il faut dire comme ça, c'était cette pandémie du Covid de 2019. Et donc, on ne pouvait pas faire autrement. Il n'y a pas que la RDC, mais je dis bien que tous les pays, même ceux-là qui se disent pays industrialisés, ont des problèmes sérieux sur le plan économique. Mais heureusement pour nous, nous avons maintenu les caps. Nous avons maintenu les caps, oui. Notre économie est résiliente. Non, monsieur. J'ai dit que nous avons maintenu les caps. C'est le miracle congolais. Nous avons maintenu les caps parce que aujourd'hui, vous le savez très bien, bien qu'il y a eu des retards dans la paye des agents fonctionnaires de l'État, mais on n'a jamais connu un retard. Ça, il faut le reconnaître. Ça, c'est à mettre à l'actif justement de ces gouvernements-là. Très discutable. Donc, c'est pour vous dire, c'est discutable, mais ce que je vous dis, ce sont des indicateurs. Mais il faut seulement dire que la pandémie du Covid-19 a neutralisé toute l'économie congolaise, surtout en ce qui concerne l'exportation des matières premières,
qui contribuent justement à 70% au budget de l'État. Et donc, nous en avons souffert. Et c'est pour cette raison-là, l'autorité budgétaire que le Parlement a revu justement ce budget à la baisse. Donc, de 11 milliards à plus ou moins 5 milliards. De moitié quasiment. Alors, vous comprenez, c'était justement lié à cela. Donc, aujourd'hui, nous pensons que la Covid, ou les Covid selon d'autres, ça existe, mais nous sommes en train d'évoluer avec. Tout à fait, mais c'est aussi sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a eu beaucoup de scandales d'ordre financier. Souvenez-vous des rapports de l'inspection générale des finances, des rapports accablants, où il y a tantôt des détournements, tantôt de dessous des cartes, bref, des rapports très scandaleux, toujours sous les règnes de Félix Tshisekedi, bien qu'on peut remonter aussi sous les règnes de son prédécesseur. Vous êtes un fin analyste des questions économico-financières. Votre lecture? En principe, John, personnellement, je suis très content. Il fallait que le peuple comprenne que nous avions affaire à l'axe du mal, que le FCC. N'oubliez pas que cette coalition, moi personnellement, je n'étais pas d'accord. Les jours et la nuit ne peuvent jamais se marier. C'est impossible. Et lorsque vous parlez de détournement, l'écoulage de recettes ou de ressources publiques, je vous ai dit au départ, je vous ai dit la corruption, tout était prémédité pour ne pas permettre justement à la réalisation du programme du président de la République. Je parle du président de la République parce que c'est ce programme sur base duquel il a été élu par la population congolaise. Et donc, ce programme a été transformé, le gouvernement s'en est approprié justement pour réaliser le bien-être social. Malheureusement, vous avez compris qu'il y avait les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple ne se trouvaient qu'au niveau de l'axe du mal qu'est le FCC. Et donc, rien ne pouvait marcher. Je vous ai dit ici que quand vous allez en prison, des Makala, vous allez trouver toutes ces personnes. Il y en a d'autres qui circulent encore librement. Ce qui n'est pas normal. Vous avez entendu les cas de 200 millions de détournements au niveau de la GECAMINE. Quel des scandales? C'est quel scandale ça? Nulle part au monde on peut trouver ça. Et vous voyez la personne en train de circuler librement sans être inquiétée. Nous sommes dans quel pays là? Vous comprenez? Et tout cela était entretenu pour que l'action du chef de l'État ne puisse pas aller de l'avant et que le peuple justement puisse se révolter contre lui, parce qu'on parlera de l'UDPS. Voilà les partis qui vous a dit qu'il a fait 37 ans dans l'opposition. Voilà les partis qui cherchaient le bien-être de la population. Maintenant que ces partis au pouvoir, rien ne marche. C'est tout simplement ça. Donc ça devait susciter normalement la révolte justement de la part de la population congolaise, et pour que cette dernière puisse effectivement vomir le président de la République. Mais le problème c'est que, M. André Siti Mulumba, des rapports accablants, scandaleux, c'est vrai, mais on a l'impression que ce sont des effets d'annonce. On annonce et après plus rien. Personne n'est arrêté, rien ne bouge. C'est comme si nous continuions à vivre dans une république des intouchables. Vous avez raison, mais malheureusement, le président ne peut rien faire. Il y a la séparation des pouvoirs, M. John. Chaque structure institutionnelle, chaque institution doit faire son travail. L'inspection générale des finances a fait son travail. Mais il appartient aux cours et tribunaux de faire aussi les leurs. Vous n'allez pas demander au président de la République de s'ingérer justement dans ce qui s'est fait. Sinon, ça sera l'abus de pouvoir. Lui, il est au-dessus de la mêlée. Bien sûr qu'il est le garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions. Mais il appartient aux autres d'avoir cette responsabilité justement de poursuivre ces détourneurs de deniers publics
et qu'ils puissent être mis hors état de nuire. C'est ça justement. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est par rapport à ceux qui sont arrêtés en prison. C'est bien d'arrêter, mais l'argent détourné, ça se trouve où? On ne doit pas se limiter seulement à l'incarner. Il peut passer 5 ans, 10 ans en prison et après il sort. Après, il sort, il commence à jouir de cet argent volé. Non. Dès que vous arrêtez, vous êtes obligé, monsieur le juge, monsieur le magistrat, de récupérer tous les biens et l'argent qui se trouve dans les comptes de toutes ces personnes qui ont détruit et qui ont mis le pays par terre. Et c'est ça justement la justice. La justice ne doit pas s'arrêter seulement à l'emprisonnement. Non, ça ne suffit pas. Vous incarcérez quelqu'un et puis c'est tout. Il y en a qui sont des têtus probablement, qui étaient nés comme ça dans le vol depuis le bas âge, depuis leur foyer. Et lorsqu'il est en prison sans lui dire rien, il s'est dit dans 10 ans, 20 ans, dans 5 ans, je vais sortir et je vais jouir de cette richesse que j'ai détournée. Ce qui n'est pas bon. Professeur André Siti Mulumba, c'est déjà le mois de décembre, c'est la fin de l'année. D'ici peu, nous allons tourner la page de l'année 2020, bienvenue 2021. Quelles sont alors les perspectives, surtout sur le plan économique, pour la République démocratique du Congo, pour cette année nouvelle qui commence déjà? Pour cette année nouvelle qui commence, les perspectives économiques, M. John, je venais de vous dire que les pays ne marchaient pas. Maintenant qu'avec tout ce qu'on vient de connaître sur le plan politique, on va en parler toujours. C'est la conséquence positive justement des perspectives économiques. Parce que nous aurons un gouvernement... On vient d'écarter les diables. Nous aurons un gouvernement, ça c'est vous qui le dites, nous aurons un gouvernement responsable qui ne va pas obéir au dictat des partis politiques ou des leaders des partis politiques. Nous aurons un gouvernement, ou l'autorité morale, nous aurons un gouvernement qui va suivre la vision du chef de l'État. Et je crois à ce niveau, donc les bonnes choses vont commencer d'ici là. Parce que les perspectives, c'est que dans les perspectives, normalement, on va commencer par la diversification de l'économie. Qui dit diversification de l'économie suppose qu'on va cibler les secteurs porteurs de croissance. Quels sont ces secteurs? Ces secteurs porteurs de croissance, ce sont secteurs qui vont générer de richesses, qui vont générer des emplois, et les emplois vont générer justement des revenus vont générer des consommations, et des consommations vont générer l'investissement, et ça devient même un cercle vicieux. Et donc, parmi ces secteurs porteurs de croissance, nous avons cité, oui je cite, en premier lieu, l'agriculture. Parce que ce n'est pas quand même normal qu'on puisse toujours parler du secteur minier. C'est une bonne chose. Mais les minéraux, à un certain moment, ça va s'épuiser. Ça va s'épuiser. Ce sont des matières qui peuvent s'épuiser. Alors que nous avons plus de 80 millions de terres arables, messieurs. Nous avons des ressources hydrographiques dans notre pays. Nous avons autant de cours d'eau. Nous avons pratiquement tout. Nous avons une forêt dense. Nous avons tout, John. Mais qu'est-ce qui fait que... D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que la RDC est dénommée un scandale géologique. C'est un pays potentiellement riche. Scandale géologique, scandaleusement pauvre aussi, de par sa population. Malheureusement, c'est ça le contraste. C'est ça le contraste. Et je pense qu'avec la vision qu'a le chef de l'État, il y a beaucoup de ressources, parce qu'il faut justement transformer les structures économiques de notre pays. Il faut commencer par là. Les perspectives économiques passent absolument par la réforme ou la transformation des structures économiques et ne pas dépendre justement de l'extérieur. Il faudrait probablement mettre en place, c'est moi que ça m'engage, mettre en place la politique d'import-substitution. Cette politique permettrait de produire localement ce dont nous sommes, de produire localement justement les produits que nous exportons alors que nous sommes en mesure de les produire ici sur place. Donc c'est question seulement de mettre en place certaines stratégies économiques pouvant justement à transformer notre économie. Et on doit passer par là. John, est-ce que vous savez qu'on importe même la cure-dent? Mais nous sommes dans quel pays là? Alors que nous avons une forêt. La deuxième, justement, après l'Amazonie. Mais on importe la cure-dent.
Mais pourquoi Vous ça ne savez, marche John, pas? il y a même des Congolais qui se réjouissent quand vous regardez dans différents restaurants de la place. Les gens, vous allez voir, ils affluent justement les restaurants. Mais quand ils arrivent, vous savez ce qu'ils mangent? Ils demandent, j'ai besoin de steaks. Des shawarma. J'ai besoin de shawarma. J'ai besoin de frites. Et pire encore, alors ils se font filmer. Ils se font filmer parce que, alors vous comprenez que ça c'est pratiquement la caractéristique. Ils font du live sur les Nous réseaux sommes sociaux. vraiment des cas sociaux. Alors que les fruits ne sont que des pommes de terre qui pourrissent ici sur toute l'étendue de la République, John. Et les gens s'en réjouissent parce qu'ils sont en train de manger ça dans un restaurant. Vous comprenez? Alors que ces machines qui pouvaient justement permettre de donner la valeur ajoutée à ces frites ailleurs, ça ne coûte rien. Nous avons les pâturages sur notre étendue de la République, partout d'ailleurs. Mais malheureusement, nous importons la viande. Alors que nous avons des cours d'eau très riches en poissons et des poissons très riches en protéines, très nutritifs, malheureusement, on importe. John, je vais vous surprendre. Vous savez, moi je ne suis pas contre, parce que nous sommes dans une économie sociale du marché. Comment peut-on comprendre, dans notre océan ici, quand vous allez à Mwanda, il y a une pêche quand même industrielle. Semi-industrielle. Semi-industrielle en quelque sorte, mais pratiquée par les Chinois. Je ne suis pas contre eux. Je ne suis pas contre eux. Est-ce que ça peut manquer au gouvernement congolais de faire? Où sont les Congolais cela? Tout à fait. Dans ces domaines? Tout à fait. Et nous avons même un fonds. Vous savez, même la nature a un monsieur, nous avons même un fonds de promotion industrielle. Le FPI, Fonds de promotion industrielle. Ces fonds étaient mis en place justement pour le développement industriel de la RDC. Ça fait plus de 20 ans. Je ne vois aucune industrie dans notre pays. Et qu'est-ce qu'on fait justement avec ces fonds? Qu'est-ce qu'on fait justement avec cet argent qui est mis à la disposition du Fonds de promotion industrielle? Non seulement qu'on avait mis les fonds, mais le FPI tire justement beaucoup de ressources à travers la TPI, la taxe de la promotion industrielle locale, et la TPI à l'importation. Mais tout cet argent va où? Comment on ne peut pas arriver justement à pratiquer la pêcherie industrielle dans notre pays? Alors il y a des problèmes. Soit c'est la mauvaise foi, justement, je peux dire c'est la mauvaise foi finalement, qui était entretenue par... C'est un problème d'homme, André Siti Mulumba. Non, ce n'était pas seulement un problème. Toujours la matière grise. Ce n'était pas seulement un problème. Ce n'était pas seulement un problème d'homme, du système, mais c'est un problème du système. C'est un problème de la Kabylie. Et c'est ça. Comment dans une société, comment dans un pays, comment dans un pays où nous avons toutes les potentialités économiques qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs, mais vous voyez les immeubles, ce n'est pas une mauvaise chose, qui pullulent comme des champignons dans notre pays. Dans les bâtiments va tout va, vous le savez. Oui, justement, mais par des individus. Par des individus. Où est-ce qu'ils ont trouvé tout cet argent? Où est-ce qu'ils ont trouvé tout cet argent? Et on les laisse marcher librement. Non, ça doit nous révolter, John. Alors que cet argent aurait servi justement aux projets rentables, pouvant générer de richesses, pouvant générer des emplois pour notre pays. N'oubliez pas que notre pays, actuellement, la RDC, plus de 70% de jeunes vivent au chômage, sont au chômage. Ce n'est pas normal. C'est ça les contrastes justement auxquels vous avez fait allusion. Un pays potentiellement riche, mais dont sa population vit dans une paupérisation totale. Ce n'est pas possible ça. Et donc, il y a un problème d'homme, mais il y avait aussi un problème du système installé, entretenu, pour que le peuple ne trouve pas son bonheur. Et j'allais dire, excusez-moi, que c'était vraiment un système démoniaque. Félix Tshisekedi avait promis qu'il allait déboulonner ce système. Mais 2 ans après, ce n'était que de la parole en l'air. Hein. Vous ne sentez rien? Non, jusque-là, rien du tout. Vous ne sentez rien, monsieur monsieur John? Vous voulez vous fier à ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale? Les députés ont décidé de changer les bureaux. Vous ne sentez rien. C'est tout simplement ça.
les élus ont décidé d'échanger depuis leur que ce bureau régime pour des Kabila, raisons personnelles, depuis que d'intérêt le régime- individuel, ça vous le savez. depuis que le régime Kabila a existé, 18 ans de règne, on en parlait tous ici, qui avaient des coulons en cravate. Est-ce que vous avez vu un jour un coulon en cravate qui a été arrêté? Dites-moi, est-ce que vous avez constaté un coulon en cravate qui a été arrêté? Il fallait seulement attendre l'avènement de Monsieur le Président de la République. Et c'est pour cette raison. Mais ce sont C'est pour des cette fois raison. des arrestations, spectacles et après... Ah, mais qu'est-ce que vous appelez arrestation? rien de Qu'est-ce que vous appelez des arrestations arbitraires? On en fait le spectacle pendant que ces personnes sont privées de leur liberté. pour quelques semaines seulement, alors, et après on les croise dans nos rues. Hein. Donnez-moi un exemple. Non, je ne veux pas me mettre ici à Non, citer c'est bien des de noms. me dire, parce que je Mais sais qu'il y a vous des savez gens... qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées. Il y a des gens qui étaient des intouchables qui se trouvent en prison aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Qui sont passés quelques jours en prison et après ils ont recouvré leur liberté. Ah, donc toutes ces personnes qui ont été arrêtées sont maintenant en dehors de la prison. Si c'est ça l'information, donnez-la moi. C'est une bonne chose. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont en prison. Et qui ne pouvaient jamais être inquiétés pendant le règne du FCC. Des tristes mémoires. N'est-ce pas? Le règne du FCC, des tristes mémoires. Aujourd'hui, le mal congolais, ça s'appelle le FCC, oui. d'après vous. Mais le mal congolais, pas d'après moi, d'après monsieur André Mulumba et d'après son parti politique, le Front citoyen pour la République, parti cher à son Excellence, le président national Bertrand Ewanga. Bertrand Ewanga, que nous saluons, le président national. Merci beaucoup. Monsieur André, que je salue aussi en passant. D'après vous, d'après votre parti aussi, comment allez-vous interpréter ce qui s'est passé le jeudi dernier à l'Assemblée nationale? Êtes-vous d'avis que le président de la République, sur le point de gagner son pari, de mettre en place une union sacrée de la nation? Oui, ce qui s'est passé le 10 décembre, d'ailleurs, c'est une date historique qu'on devrait inscrire dans les annales de notre pays. Je crois, lors de son discours, vous avez entendu, après les consultations, le discours d'ici décembre. D'ici décembre, il a interpellé. 4 jours après, il a interpellé toutes les forces vives de la nation à prendre conscience justement des enjeux de l'heure. Et finalement, il y a eu ces renversements auxquels nous avons assisté le jeudi par ceux-là qui pensaient que ces pays leur appartenaient seulement et que ça n'appartenait pas à M. John, ça n'appartenait pas à Bertrand Ewanga, ça n'appartenait pas au président de la République, ça n'appartenait pas à M. André Mulumba. Et vous avez vu, ça c'est une date historique. Et je voudrais en passant saluer et féliciter la bravoure de nos députés nationaux. Parce qu'il peut y avoir des problèmes entre nous, mais cette fois-là, ils ont compris que nous partageons la même patrie et il n'y a personne autre qui viendra chercher le bonheur de notre peuple. Il n'y a personne autre qui viendra chercher le bonheur de notre pays. Et cette fois-là, je crois, ils ont compris qu'il y avait nécessité justement de bouter dehors tous ces inciviques. Je pèse bien mon mot. Mais professeur Mulumba, n'allons pas trop vite en besogne. Vous m'interrompez alors que j'étais en train de parler. C'est un échange. Je voulais juste vous relancer. Allez-y. N'allons pas trop vite en besogne. Le fait que les bureaux dirigés par Mabunda tombent aujourd'hui, soient éjectés, mais sur le plan politique, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être un toilettage des ménages au niveau de l'Assemblée nationale et que sur les plans purement national, dans l'arène politique nationale, qu'il n'y ait pas un véritable chambardement. Par conséquent, n'allons pas trop vite en besogne, professeur Mulumba. Monsieur John,
je ne suis pas d'accord avec vous. Apparemment, vous ne connaissez pas le fonctionnement de cet axe du mal, le FCC. J'en sais quelque chose, M. John, j'en sais quelque chose. En principe, tous les députés que vous voyez, la personne avait mot à dire, surtout lorsqu'il se trouvait à Kingakati. Lorsque l'autorité morale dit A, tout le monde dit A. Oui et amen. Lorsque l'autorité morale dit B, tout le monde dit B. Et donc, ce qui vient de se passer ici, le 10 décembre, ce qui venait de se passer, franchement, je voulais vous dire que c'est un défoulement. Ces gens étaient moralement, physiquement en prison. Ils en souffraient. Je vais peut-être vous dire encore un petit secret. Il y a certaines personnes qui disent ben, mais il y a quand même des sangs. Non. Je vais vous dire c'est un score louable. Vous allez le constater. L'FCC, c'est devenu une coquille vide. C'est une coquille vide. Non, les lignes ne bougent pas, c'est une coquille vide, il n'y a rien. Les descents sont avec nous, vous allez le constater. Mais finalement, il n'y aura plus d'opposition dans ces pays. Ou quoi? Non, mais... Parce que si tout le monde doit être dans ces partis politiques uniques appelés Union Sacrée, non, mais où est la place de l'opposition dans ces pays? Nous avons besoin de l'opposition. Vous voulez que tout le monde embarque dans l'union? Non, je vous ai dit que ces gens ne savaient pas comment s'exprimer. Il y en avait qui souffraient moralement en se disant, mais je vois mon peuple souffrir. Mais si j'ai dit quelque chose de contraire de ce que l'autorité morale a dit, ça va m'attirer la foudre. Non, mais vous connaissez les conséquences. Je ne voudrais pas en parler plus, en dire plus. C'est l'axe du mal, John. C'est l'axe du mal. Vous comprenez? Mais je suis content et je voudrais effectivement qu'il y ait l'opposition. Qu'il y ait l'opposition pour aider justement le gouvernement qui sera mis en place. Pour que les choses aillent de l'avant. Si on peut trouver les gens comme les chantres là. Il y a certains chantres au niveau du FCC, vous les connaissez. Ces chantres là, ils peuvent rester dans l'opposition. Mais je sais qu'à leur niveau déjà, il y a des problèmes. Donnons le temps au temps, vous allez me donner raison. Si le FCC va encore comptabiliser 100 députés, c'est terminé cette histoire. Tout le monde a compris. Vous allez procéder par les débauchages? Mais quel débauchage? On a débauché qui? C'est un problème de la conscience républicaine. C'est de la conscience républicaine. C'est la responsabilité républicaine. On va débaucher qui pour qui? Ah, d'ailleurs, parce que vous en parlez, le débauchage. L'FCC qui a régné pendant 18 ans et le gouvernement actuel ou le président de la République, qui a l'argent? Qui a l'argent pour débaucher? Qui a l'argent pour débaucher? C'est l'FCC ou c'est le président de la République, Félix Tshisekedi? Non, John. C'est un problème de la responsabilité républicaine. Ce sont des pratiques à éviter aussi, hein, les pratiques d'un autre âge, d'une autre époque. Tout à fait. C'est pour vous démontrer que les gens ont pris conscience, les gens ont eu le sens patriotique, ils ont laissé l'axe, bien que c'est tard, mais non, bien que ce n'est pas tard, mais bien que ça s'est fait de manière automatique, c'est une bonne chose. Mais nous avions compris ça longtemps. Il y a maintenant 4 ans. Nous avons abandonné l'axe du mal. Ça, c'est l'axe du mal, John. Mais Professeur Mulumba, comment pouvez-vous comprendre que pendant 18 ans, le revenu moyen par habitant de notre peuple n'arrive même pas à 200 $. Mais il y a une poignée d'individus, des personnes, parfois qui n'ont aucune responsabilité sur le plan institutionnel, mais qui sont devenus des milliardaires. Mais c'est étonnant ça. Dans quel pays on peut trouver ça? Dans quel pays on peut trouver ça? C'est pour vous dire tout simplement
Déboulonner, c'est une bonne chose. Mais celui qui va déboulonner, ce n'est pas le président de la République. C'est la justice. C'est la justice qui va faire son travail et que tous ces gens retournent l'argent volé. Que toutes ces personnes retournent l'argent, les deniers publics, que cela entre dans les comptes du trésor public. Moulumba, dans cette affaire d'union sacrée de la nation, il y a tout de même un danger qui nous guette. Dans cette euphorie, c'est tout le monde qui veut embarquer. Mais la crainte, c'est quoi? C'est qu'on reprend les mêmes acteurs, les mêmes joueurs, et on recommence. Finalement, ça sera du FCC bis, parce que les acteurs seront les mêmes. Professeur Moulumba, voyez-vous ces dangers? Je suis d'accord avec vous. Mais nous sommes devant un fait accompli. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Ne soyez pas surpris aussi dit que les PPRD rejoignent l'Union sacrée. Mais quand je parle du PPRD... Personne ne doit être exclu. Mais je vous ai dit que les PPRD dans les FCC... Oui, je vous ai dit mais il peut rejoindre l'Union sacrée. Vous n'allez pas lui refuser. Mais je ne peux pas refuser. Ou mon parti ne peut pas lui refuser l'accès. Mon parti ne peut pas refuser. Encore moins le président de la République. Quand ces gens... C'est comme les bateaux de Noé. Quand ces gens... Tous les animaux embarqués. Vous êtes pécheurs. Vous confessez devant Dieu. Vous dites, comme Dieu, vous venez de Seigneur confesser Jésus-Christ, j'étais dans les mal. Je me convertis pour commencer à faire du bien. Mais c'est une bonne chose, ça. Non, moi, je ne peux pas confesser. Et je ne pouvais pas confesser parce que M. André Moulumba n'a jamais occupé un poste de responsabilité dans le FCC. Mais vous étiez avec ces gens. Vous êtes d'accord avec moi? M. André Moulumba n'a jamais vraiment occupé un poste de responsabilité. Je suis vierge, politiquement, s'il faut le dire. Non, mais vous étiez aux côtés de ces gens. Mais aux côtés de ces gens, comme quelle personne? Je vous ai dit que j'étais séduit par les discours. Donc, en quelque sorte, j'étais naïf. J'étais naïf, M. John. J'étais naïf. Les écailles sont tombées. Non, j'étais naïf. Et vous voyez clairement. Et j'ai pris justement la responsabilité depuis 2017 d'abandonner et de laisser totalement cet axe du mal. Je venais sur votre plateau parler justement de la majorité présidentielle. Ouais, surtout lorsqu'on parlait du patriotisme, du nationalisme. Oh, vous étiez naïf à l'époque. Ça, c'était les vertus qui m'intéressaient, moi. Voilà pourquoi j'ai adhéré, j'ai commencé à défendre justement le nationalisme et le patriotisme. Mais en vivant avec eux, il n'y avait rien du patriotisme. Parce que le patriotisme suppose que vous devez commencer par aimer votre pays, votre nation. Et aimer votre pays, c'est commencer par aimer justement ses populations. Or, les populations congolaises n'étaient pas aimées. Cette population est restée dans la clochardisation. Vous comprenez? Le peuple clochard est pauvre. Donc, c'est pourquoi j'ai quitté M. John. Professeur Moulumba, avec vous, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, ce n'était que la première partie de l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Je tenais à remercier les députés nationaux avec leur bravoure. Cette bravoure qui a conduit justement à la chute de ces bureaux de l'Assemblée nationale. Mais cela n'est pas suffisant parce qu'il y a encore un autre combat, c'est justement la requalification de la majorité parlementaire qui sera accuse justement au chef de l'État, son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Dès que cette requalification est faite, il y aura justement la nomination d'un formateur, donc d'un premier ministre, pour effectivement accompagner les chefs de l'État dans les grandes actions, lesquelles actions déboucheront justement sur l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Mais par rapport à cela, je voudrais effectivement demander à tous les députés, demander à tous les partis politiques, parce que nous, au niveau du FCR, les fronts citoyens pour la République, auquel j'appartiens, mon parti politique, nous sommes en train de soutenir le président de la République justement à travers l'union sacrée. Et pour cela, l'FCR est en train de s'engager et s'engage à appuyer toutes les actions qui seront menées par le chef de l'État,
pour que le peuple congolais trouve son compte. Ainsi donc, je demanderai à ceux qui hésitent encore au niveau du FCC de venir se joindre à l'union sacrée de la République pour que tous nous puissions marcher ensemble et pour que tous nous puissions chercher le bien-être de notre peuple. Sinon, on ne peut pas diriger si le peuple ne trouve pas son compte. Et nous sommes appelés tous à marcher dans la même direction pour que finalement que notre peuple, que la RDC puisse devenir aujourd'hui un grand pays au niveau africain, au niveau mondial, avec à sa tête le président de la République, son Excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le béni de Dieu, parce que vous comprenez, c'est maintenant que j'ai compris que c'est un béton. C'est un béton, vous savez que je suis professeur d'université et je ne peux jamais flatter quelqu'un. Mais quand je regarde la vision et les actions que ce monsieur, le président de la République, est en train de faire, vous sentez qu'il a les soucis de notre peuple. Maintenant que tous ceux qui faisaient ombrage justement à sa vision sont partis, je crois que les bonnes choses vont commencer d'ici l'an 2021. Merci beaucoup, monsieur le professeur André Siti Mulumba, et au plaisir de vous revoir très bientôt dans un autre numéro des Enjeux. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Messieurs et dames, après cet exposé magistral du professeur André Siti Mulumba, nous sommes partis de l'économie pour atterrir par la politique. C'est vraiment sans commentaire de notre part. Au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des Enjeux. Au revoir.